los Candelas del Tira Tira. Aquí está ya la orquesta de Pancho, el Bravo. Bonjour. DEC. Rejoins là-bas. On est parti avec un couple de... C'est pas les gens qui s'inscrivent. On va mettre des personnes. Réunir des spécialistes de tous les continents, une chose qui n'a jamais été faite. On se dit peut-être que ça n'arrivera plus jamais, mais peut-être pas, au contraire. C'est peut-être le début d'une immense internationale hugolienne. Le thème, c'est vous qui l'aviez choisi entre vous, il est évidemment bien choisi, Hugo, visionnaire de paix. On a pensé que le moment était venu de parler de la paix, de parler de Victor Hugo et la paix, avec le fait qu'il y a la paix partout, la guerre est partout dans le monde, que d'autre part, le Cuba a toujours eu besoin de paix. Hugo, dans sa vie, s'est intéressé à cette question de la guerre, donc de la paix. Quand il était en exil, il a été contacté par beaucoup de peuples recherchant la paix dans leur propre pays. Et donc il y a eu un mouvement d'expansion de son intérêt pour la paix, de sa nation à l'Europe et au monde entier. Hugo est encore en exil à Guernesey et il reçoit 2 lettres de Cubaines et de Cubains qui s'estiment opprimés par les Espagnols. Et depuis des dizaines d'années, Hugo va toujours au secours des gens qui sont sous le joug d'autres. Et Hugo va répondre de belle façon, 2 longues lettres dans lesquelles finalement il dit, pour résumer, Cuba n'appartient qu'à Cuba. On peut découvrir finalement une île, mais on n'a pas le droit finalement de se l'approprier. L'idée qu'il dit aux Espagnols, il leur dit qu'il faut qu'ils lâchent Cuba et qui prennent Gibraltar. Donc en fait il embête en même temps les Anglais parce que ça oblige aux Anglais, parce il est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais il ne comprend pas comment un pays peut avoir une mainmise sur un autre pays, sur un petit bout d'un autre pays. Donc vraiment Gibraltar, c'est une idée qui lui est propre, je crois. Je ne sais pas s'il l'a pris quelque part ou s'il l'a vu ailleurs, mais l'idée d'échanger Gibraltar contre Cuba est quand même très amusante. C'était un peu un dilemme pour lui, parce que voilà, il voulait que Cuba soit libéré du joug de l'Espagne, alors qu'il adorait l'Espagne aussi. Ce que cherche Hugo, c'est donner la possibilité aux nations de se constituer par elles-mêmes et d'exister sans avoir besoin d'être dans une opposition constante avec un ennemi politique ou idéologique ou historique. Hugo est à l'écoute du monde entier, donc il lit les journaux espagnols, il a des informations qui viennent d'amis d'un peu partout du monde et il sait très bien effectivement la situation difficile, pour ne pas dire plus, des Cubains, et ça va être renforcé quand il rencontrera à Paris. On ne connaît pas les conditions précises, mais semble-t-il en 78, il va rencontrer José Martí, l'apôtre de la Révolution, celui qui a précédé Che et Fidel Castro. José Martí écrit quelque part « Ma main a serré la grande main de Victor Hugo ». Et José Martí a été l'un des premiers, m'a-t-on dit, à traduire des œuvres de Victor Hugo, donc à Cuba. Gwynplaine fut comme ressuscité. Il était temps que l'artère fût liée. Il y avait en lui une fuite d'honnêteté. « Hé, Dea !» exclamant, et il sentit dans ses veines
comme une transfusion généreuse. L'homme qui rit, 150e anniversaire de la publication de cet ouvrage, n'est pas si connu que ça. C'est un ouvrage difficile, c'est un ouvrage dense, c'est un ouvrage baroque, c'est un ouvrage surréaliste avant l'heure, mais qui est superbement écrit avec un lexique extrêmement riche. La toile d'argent, diaphane comme une vitre, était un rideau. Elle n'était fixée que du haut et pouvait se soulever. Ese hombre, el miserable, me ha dicho eso cuando yo no estaba todavía despierto. On a pu passer d'une langue à l'autre, d'une phrase à l'autre, et c'est vrai que c'est un texte où voilà, les choses se répondent, les thèmes se répondent, et la traduction est très belle. La luz y la virtud son de la misma especie. Me ha dicho que no puedo salir de aquí. Vamos a verlo. Allons, une voiture. Un coche, que lo enganchen. Quiero ir a buscarlo. Je crois que Victor Hugo serait mais vraiment, vraiment très très content de cette maison et de tout ce qui s'y passe. Vous êtes arrivé chez vous? Le directeur de la maison Victor Hugo, Nicolina. Les deux présidents. Oui, on se connaît. Le président en exercice. Comment tu vas, toi? Ça va? Ça fait plaisir, François. Bonjour. Cette maison aujourd'hui est un lieu incontournable de la présence culturelle française. Elle s'est dotée d'un prix littéraire tous les 2 ans, un prix littéraire de recherche sur Victor Hugo. Hay que recordar que en el siglo XIX las personas ilustradas de Cuba leían literatura francesa, especialmente a Victor Hugo, tanto que las autoridades españolas llegaron a considerar peligrosa la novela Los Misérables. Le but de ce prix, c'est de mettre en évidence ces liens qui sont anciens ou récents ou encore existants et qui se forment, qui se constituent et encore actuellement ou récemment des écrivains comme Carpentier, etc. ont été des passeurs extraordinaires entre la France et Cuba et entre Cuba et la France. Tout d'abord, je voudrais vous dire la joie d'être là, à La Havane, avec vous, dans cette superbe maison. La Havane, que j'ai la chance de visiter pour la première fois à cette grande occasion du 60e anniversaire de cette ville. Il faut un travail que Victor Hugo aurait adoré. Pour lui, cultiver la culture, c'était un message de paix et de grandeur. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. J'ai eu l'impression qu'il fallait mettre il fallait cultiver les enfants. Los Miserables de Víctor Hugo crearon una ética en Cuba que está vinculada a todo el movimiento independentista, a todo el movimiento por los pobres. Había una ética, había una proyección, que fue después la República Francesa que sueña Víctor Hugo, pero fue también la República Cubana que soñó Víctor Hugo. Je suis impressionnée par le fait qu'il y a beaucoup de gens avec des prénoms Victor Hugo quelque chose dans l'Amérique latine, au Mexique, etc. Et il a vraiment une présence, moi je dirais, une plus grande présence en Amérique latine et Sud-Amérique qu'aux États-Unis.
Il est connu comme romancier en Australie et pour Notre-Dame de Paris surtout, mais c'est surtout après le Congrès de la paix en 1849. Après ça, on connaît Victor Hugo comme à la fois romancier et comme homme politique et comme quelqu'un qui a des idées très importantes sur la paix universelle. Ce n'est pas seulement un écrivain, un poète, un humaniste, c'est aussi un chevalier de la paix, un porte-parole de la conscience universelle. Victor Hugo, très tôt, s'intéresse à l'art chinois. Il a eu une collection maintenant conservée à Guernesey, à Hauteville-House et surtout au salon chinois de la maison de Victor Hugo à Paris. Disons que c'est curieux, c'est important, c'est émouvant pour le public chinois. Ces châtiments se présentent donc comme une précieuse arme poétique au service de la République qui seul, pour le poète engagé, ouvre la voie à la paix universelle. Le 29 novembre, en 1884, Victor Hugo visite l'atelier de Bartholdi, où se trouve encore pour quelques mois la Statue de la Liberté. On le prie de dire quelques mots, et ce seront les derniers mots de Victor Hugo en public. Voici cette petite phrase. Oui, cette belle œuvre tend à ce que j'ai toujours aimé, appelé la paix. Je vous remercie. Moi je dis l'Esclide, on dit peut-être l'Éclide, hein, je sais jamais. C'est un débat. Je découvre son œuvre extrêmement impressionnante et son action remarquable. Parce que franchement, on connaît le poète, mais on ne connaît pas du tout l'homme politique. J'ai surtout découvert énormément de choses sur Hugo que j'ignorais et je me suis rendu compte à quel point il était actuel et à quel point il était visionnaire. Qui a détecté bien avant tout le monde, en tant que représentant des grands écrivains français du 19e siècle, toutes les thématiques d'aujourd'hui. Il les porte, il les défend, il est contre l'abolitionnisme, il est contre l'esclavage, il est pour le droit des femmes, c'est un grand. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de problèmes. On se dit que Victor Hugo, c'est vraiment un penseur universel et que ce soit à Cuba, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit au Maghreb, c'est le penseur du 19e siècle. Et le porteur de paix ? Et le porteur de paix, bien évidemment. Bien évidemment. Le colloque a été un événement exceptionnel. Et c'est grâce à vous. Vous avez apporté ce qu'il fallait pour la réalisation de cet événement. Je voulais, avant de partir, vous dire que je suis très fier de cette maison. Cuba Coopération a fait un très gros travail depuis des années pour resserrer les liens, pour travailler avec l'Alliance française, pour développer des projets culturels, et nous en avons un ici, et pour faire venir aussi beaucoup de nos compatriotes à Cuba et découvrir cette ville que nous allons fêter son anniversaire, 500 ans, c'est 100 quinquennats, donc je mesure ce que ça peut représenter. Je suis très heureux que la France ait été autant mobilisée pour la réhabilitation de cette maison, parce que dans ces moments si difficiles, nous devons utiliser la culture comme levier, comme vecteur d'une relation qui doit continuer à s'enrichir par les échanges, s'enrichir aussi par l'économie. C'est l'enjeu pour ce pays qui souffre des sanctions et qui doit avoir des partenaires. Le président François Hollande a dit « Heureusement que vous avez été là ». Pendant plus de 10 ans, la France était totalement absente, à part l'ambassade qui était là, mais c'est nous qui faisions le travail ici de coopération et étions présents ici. Donc voilà un peu ce qui est une fierté pour l'association et pour notre pays en même temps. Vive Victor Hugo!